Bonjour et bienvenue dans Élysée 2012, le face-à-face avec Jean-Marc Lèche, président de l'Institut de sondage Ipsos, et David Revaud-Dallon, journaliste au Monde. Bonjour messieurs. Bonjour. Ah, si j'étais président, le refrain tourne en boucle dans la tête des candidats. Cette campagne qu'on dit mollassonne est pourtant pleine de suspense, car qui va gagner? Sarkozy va-t-il finalement remonter l'Himalaya? Hollande sortir de ses gonds et montrer ses muscles? Mélenchon qui sort d'une boule de feu comme l'a fait Carabosse, Le Pen qui s'estime sous-cotée et les petits candidats qui, avec le temps de parole, se prennent pour des grands. Voilà pour le tableau. Alors cette semaine, on a vu Nicolas Sarkozy qui présentait son programme. Alors avant de vous demander si c'est dans le fond le programme ou la personnalité qui va jouer, peut-être quand même un mot sur les lois françaises du CSA qui sont un peu ubuesques, en tout cas pour la presse audiovisuelle et radio, c'est-à-dire ce temps égalitaire, c'est-à-dire égalité parfaite entre toutes les candidats, c'est qu'on doit inviter au même moment Jacques Cheminade qui est à 0% dans les sondages et Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Donc d'où viennent ces lois absolument ubuesques qui sont un casse-tête chinois pour les radios et les télés, et surtout les chaînes d'infos? C'est au-delà du débile léger, c'est du débile profond. C'est du débile profond. Ces lois ont été organisées lorsque l'élection présidentielle, au début des années 60, on a changé à cause et grâce, comme on voudra, du général de Gaulle. À l'époque, il y avait un Français sur 5 qui avait la télé. Ouais. Et aujourd'hui, il y a 40% des Français qui ont au moins 2 télévisions en couleur, en état de marche. Et on continue de faire des règles comme quand le service public était dominant et que la première chaîne de télévision était la chaîne de toutes les chaînes. Donc c'est absolument débile qu'on n'ait rien changé, que les élus n'aient pas changé ces lois et ces réglementations. Donc vous n'êtes pas soumis, le Monde, à ces mêmes règles? Heureusement, en presse écrite, nous ne sommes pas soumis à ces règles, qui nous permet de... Si on voulait consacrer 4 pages à Jacques Cheminade, demain, on le pourrait. Bon, c'était un peu injuste, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai... vous vous autorégulez? Comment vous... Oui, on s'autorégule. Bon, c'est-à-dire qu'on continue à procéder de la même manière qu'on a procédé dans les semaines précédentes. Ouais. C'est-à-dire qu'on essaie d'assurer un suivi régulier de tous les candidats. Mais c'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire qu'au moment où la campagne bat son plein, on est dans le sprint final... pour assurer une compétition libre et non faussée, entre guillemets, on impose un carcan réglementaire qui finalement travestit complètement la nature de cette compétition, parce que on aura 2 candidats favoris qui sont lancés, eux, dans le mano à mano et dans le sprint final, et qui sont dans une sorte de match de boxe de dernier round, si j'ose dire, ou d'avant-dernier round, puisqu'il y aura le deuxième tour. Et puis, pour les autres petits candidats, c'est le tour de piste, où c'est un peu la fiesta, chacun va pouvoir se montrer. Oui, ça me fait penser à une chanson d'un type qui est décédé il n'y a pas très longtemps, le chanteur Bézu. La chanson, c'était à la queue leu. Et ça faisait je vois que vous avez des références. Ça faisait le bonheur des soirées, des 20h de France 3 pendant des années. Bézu, il a fait ça pendant 10 ans. Alors, revenons un peu sérieux. La bataille des programmes avec Nicolas Sarkozy qui a finalement donné son programme un peu tard. Dans le fond, est-ce que les Français vont vraiment se pencher sur le programme stricto sensu, ou bien c'est la personnalité qui va continuer de jouer et celui qui criera le plus fort, qui montrera ses muscles? C'est une élection de contenant, pas une élection de contenu, parce que le mot espoir, par exemple, ou les mots promesses. D'habitude, des campagnes électorales se régulent avec des mots chatoyants, positifs. Oui, le rêve, le roman français. Tandis que là, il n'y a pas du tout ça. C'est une élection de moindre envie. Bon, j'ai envie que Sarkozy soit battu, et puis je vais me résigner à Hollande. Bon, voilà, c'est un peu ça. Alors, c'est une ambiance de brouillard. C'est pas une ambiance extrêmement chaleureuse ni sympathique. Chacun des candidats utilise le jeu, JE. Dans les campagnes précédentes, on utilisait souvent le nous. Y compris François Mitterrand, dans la victoire de 1981. Donc personne ne va lire les programmes. Alors maintenant, ils se mettent à se bagarrer s'il faut faire le permis de conduire à 14 ans et demi ou à 15 ans 3/4. Non mais là, c'est du débile léger. Il y a quand même, peut-être sur la fiscalité, Nicolas Sarkozy qui prévient et qui dit « Mon Dieu, c'est dangereux ». François Hollande va faire un matraquage fiscal et la gauche continue de dire que Nicolas Sarkozy favorise les riches. Alors où est la vérité? Je dirais un des 3 points saillants sur lesquels Nicolas Sarkozy tente d'organiser la confrontation avec François Hollande. Il y en a 2 autres qui est la stature de chef d'État.
d'une part, et la capacité à résister aux crises et aux tempêtes financières, budgétaires, monétaires, et deux, la personnalité. Hein. Il pointe du doigt François Hollande, qui serait selon lui un mou, un esquiveur, enfin on connaît le débat. Et puis le troisième point, qui est dur, hein, c'est la fiscalité. Chacun, effectivement s'invectivant sur le thème Nicolas Sarkozy. Oui, la vérité. Il va matraquer les classes moyennes, ça va être une catastrophe, les familles, etc. Et puis de l'autre côté, François Hollande, attention, le président va poursuivre sa politique outrageusement favorable aux riches, les amis du Fouquet's, etc. Bon, là, on a un affrontement qui est pas vraiment technique parce qu'ils ne sont pas franchement en désaccord. C'est un gauche-droite classique. Voilà, la question est celle du curseur entre recettes fiscales et dépenses publiques. Mais là, on a un affrontement très politique où chacun cherche à finalement accuser l'autre de matraquer les classes moyennes, l'autre. C'est une campagne assez simplette parce que finalement, pour Sarkozy, Hollande, il n'est pas assez. Et pour Hollande, Sarkozy, il est trop. Ouais. Voilà, donc c'est exactement comme ça que ça se joue. C'est pour ça probablement que les intentions de vote bougent très très peu depuis maintenant longtemps. Juste un petit mot pour revenir à votre question précédente sur les programmes, Roselyne. C'est vrai qu'on a une élection très serrée sur le plan de la crise financière, budgétaire, etc. Donc les Français devraient logiquement demander des comptes très précis sur les programmes. Or, les deux principaux candidats sont le moins précis possible. Ils sont à peu près dans les mêmes ordres de grandeur sur les recettes et les plans d'économie et les dépenses publiques qu'ils auront à fournir. Et donc, finalement, ils sont assez flous l'un et l'autre quand on regarde dans le détail de la mécanique budgétaire. Ce qui fait que, pour répondre à votre question, on revient quand même dans le sprint final sur des questions de caractère et de personnalité. Alors, vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc, que ce n'était pas une campagne d'envie, ni une campagne... on va dire, d'espoir. Mais j'ai l'impression qu'il y en a un qui parle plus fort et qui est le réceptacle, dans le fond, de la colère et du sentiment d'injustice sociale. C'est Jean-Luc Mélenchon qui, dans le fond, dit plutôt que la dépression, eh bien la révolte. Et je propose la révolution citoyenne. Et les Français, on le sait, ont des gènes de révolte. Est-ce qu'il est le réceptacle de cette colère? Et il est clairement devenu le troisième homme. Et lui aussi, il a un talent de tribun. C'est sûrement le meilleur orateur. Il a inventé des formes d'expression public qu'on avait oublié. Ça. Il a inventé le meeting. C'est curieux, la France fait souvent les élections au printemps, mais c'était toujours à l'intérieur, jamais dehors. En plein air. Lui, il invente le pique-nique. Bon, eh bien, ça fonctionne quand même assez bien. Parce à tel point que les deux principaux candidats vont reprendre la formule le 15 avril à Paris. Ils vont refaire eux-mêmes deux pique-niques, un à Vincennes et l'autre à la Concorde. Donc Mélenchon, il fait... Alors maintenant, il récupère effectivement des gens qui ont envie de s'indigner. C'est une sorte de lointain fils de Stéphane Hessel, Indignez-vous, qui a très bien marché, 3 millions d'exemplaires. C'est quand même colossal, même si ça coûte 3 euros. 3 euros, 3 millions. Mais une fois que Mélenchon a dit une série de choses sur les contenus, pour le coup, parce qu'il essaye un peu, là, c'est incrédible. Il y a 3 fragilités. Un, il a des jeunes, et s'il y a abstention, il aura moins de voix. Donc il ne sera pas forcément le troisième homme, ce sera peut-être Marine Le Pen, même s'il aura animé la campagne. Son problème à lui, c'est de rendre service à la gauche en faisant élire Hollande, sans pour autant foutre la trouille et la pétoche aux centristes qui fait parce que tous les reports de voix de Mélenchon au second tour se font systématiquement sur Hollande. Ça n'a jamais été inférieur à 85%. Il n'y a pas de vote révolutionnaire dans l'électorat mélenchonien. C'est vrai que l'intérêt de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi est-ce qu'il attire autant de monde à ses pique-niques, c'est que dans ses petits Tupperware, il a des produits qu'il est le seul à proposer. Dans cette campagne, effectivement, où tout le monde est très contraint par effectivement, on l'a vu, la crise, le contexte budgétaire, et ne peut pas promettre, ne peut pas vendre du rêve, eh bien lui, c'est l'exception. Quand même 1700 lui, c'est l'exception qui confirme la règle, effectivement, et c'est le seul qui propose du rêve, de l'utopie, même si effectivement, sur le plan du réalisme programmatique, on va s'apercevoir très vite que ça ne tient pas la route. Mais dans la campagne, où il s'agit quand même d'une rencontre entre un candidat, une candidate et les Français, et donc quelque part d'une envie, d'un rêve, d'une utopie, c'est le seul à proposer. Son système bancaire, il dit des choses... En termes de popularité, il est à un niveau qu'il ne pouvait pas même espérer, même rêver, parce qu'il est à 42, 43, 44%. Jamais un communiste, ou quelqu'un qui est proche du Parti communiste, a eu ça en France. Le seul exemple charismatique précédent, c'est Arlette Laguillet et le facteur. Besançon. Alors, il réussit quand même, pardonnez-moi, l'exploit de réunir trotskistes et
communiste d'obédience, entre guillemets. Enfin, Trotskistes, ils sont quand même dans leur stalinienne. coin avec Oui, Nathalie Arthaud. Oui, mais il a quand même visiblement siphonné une bonne partie de cet électorat. Et puis moi, j'ai constaté sur le terrain, j'ai accompagné François Hollande en fin de semaine dans les quartiers populaires. Alors c'est très empirique, hein, il ne s'agit pas d'un sondage quantitatif, mais j'ai remarqué que les jeunes des quartiers populaires sont très favorables à Mélenchon. Au meeting de Hollande, il disait oui, c'est pas mal, mais nous, on votera Mélenchon parce que Mélenchon, entre guillemets, il a de la gueule. Est-ce que, alors avant de parler de Marine Le Pen très vite, est-ce qu'il risque de faire pchit Mélenchon, comme avait fait Bayrou, à qui on avait tressé des couronnes en 2007 en disant « Ah, c'est le troisième homme Et finalement, il s'est retrouvé dans une Smart à l'Assemblée, même pas sans groupe à l'Assemblée, enfin, ils étaient 4. Est-ce que ça ne va pas être le même phénomène ? Il est menacé par l'abstention, c'est clair, parce qu'il a des catégories qui s'abstiennent quand l'abstention est très élevée. Mettons qu'elle soit supérieure à 25%. Donc supérieure de l'ordre de 7 à 8 points au premier tour 2007 pour le premier tour de 2012. À ce moment-là, les gens qui viennent moins voter, c'est sûrement une base ouvrière que Mélenchon a, une base jeune que Mélenchon a, et puis il va quand même perdre des cadres supérieurs d'entreprises privées, parce que ça m'étonnerait que ce gars-là, il vote pour lui à la fin. Ouais. Peut-être un mot, parce qu'on est bientôt à la fin, de Marine Le Pen. Est-ce qu'il a mordu Est-ce qu'elle mord sur Mélenchon Est-ce qu'il se... Alors, parce qu'on les a souvent mis dans le fond, les deux extrêmes. Un peu à elle, hein. Alors ça, c'est effectivement le cas. D'ailleurs, François Hollande s'en réjouit. Pour lui, c'est le job, la fonction numéro 1 de Mélenchon, c'est de siphonner une partie de l'électorat populaire tenté par le FN pour le ramener dans le giron de la gauche. Ce qui veut dire qu'au deuxième tour, ce sera du report François Hollande. Mais c'est vrai qu'il s'est installé au fil des mois un mano à mano, de la même manière qu'il y a un duel Sarko-Hollande, il y a un mano et mano, Le Pen-Mélenchon. Donc ce sera un match à 4 alors. Et c'est un double mixte, si j'ose dire. De plus de c'est Don Quichotte et Sancho Panza 2 fois. Mais, donc, ça oui, mais il faut faire attention au fait que finalement la tentative de Sarkozy de pomper vers la droite de la droite, si Marine Le Pen, et je le crois, finira au-dessus de 12, 13, elle finira 14, 15. À ce moment-là, ça veut dire que la stratégie n'aura pas été payante. Une partie de la droite ne se résigne pas à voter Sarkozy dès le premier tour. Et puis il y a quand même un signe qui ne trompe pas, ce sont les invectives dont s'abreuve régulièrement ces derniers jours. Encore samedi, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire que maintenant ils se lancent à la figure des accusations, etc. Ils sont sur le même créneau et la compétition est très féroce pour avancer sur les parts de marché de ces catégories populaires qui, effectivement, devraient choisir l'un ou l'autre et pas ni le candidat du système, entre guillemets, François Hollande, ni le candidat du peuple, entre guillemets. Ça grince un peu quand même, parce que le 15, c'est-à-dire le jour du double meeting, comme des lignes de métro, Vincennes, Concorde. Et qui est le jour du marathon de Paris. Oui, voilà, ce jour-là, Marine Le Pen, elle, fait son meeting du dimanche à Hénin-Beaumont. Et ça fait de la zizanie à l'intérieur de sa propre équipe de campagne, parce que des gens souhaitaient aussi un meeting pique-nique plein air. Ah oui, décidément, c'est la mode. Bon, on va aller pique-niquer aussi, nous. C'est l'heure, d'ailleurs. On a réussi, vous noterez, à citer tous les candidats, les 10 candidats. Hein. Jacques Cheminade, Nathalie Arthaud, on les a cités, les petits. Et Philippe Poutou. On va vous en faire un. Un Poutou. Un Poutou pour Philippe Poutou, voilà. Merci. Alors, on l'avait déjà faite, celle-là. C'était vous qui l'aviez faite. Merci à tous les deux. Et on se retrouve très vite sur France 24. Merci.